Alors, pour expliciter, la procédure au final de nomenclature qui a été, présentée, brièvement avant, le plus simple, c'est vraiment, d'attaquer avec des exemples. Donc je vais essayer d'expliquer au final, point par point, comment on arrive à la, formule chimique, à partir, du nom français et puis, réciproquement à partir de la formule, comment on arrive au nom français. Donc ce qu'il faut savoir en nomenclature, c'est qu'on a un problème entre la formule chimique et puis le nom français puisque, le nom français, ça va être anion de cation, tandis que la formule chimique, ça va être cation suivi de l'anion. Donc en français, on a une inversion entre, l'anion et puis le cation par rapport à la formule chimique, ce qui n'est pas le cas en anglais. Donc si on regarde, si le premier j'ai du chlorure de sodium. Alors, le chlorure, ça, je suis obligé de savoir ce qu'est le chlorure. Le chlorure, ça veut dire qu'on doit savoir par cœur sur, la liste qu'on a vue avant, ce que c'est. Et puis si on regarde le chlorure, donc je vais beaucoup passer, d'une couleur à l'autre, le chlorure, c'est du Cl-. Le sodium, j'ai pas besoin de savoir par cœur ce que c'est puisque j'ai le tableau périodique. Et le tableau périodique, si on regarde le sodium, j'ai qu'un numéro atomique en bas et le numéro atomique qu'on a, c'est 1+. Donc ici, j'ai Na+ et Cl-. Pour le moment, si je regarde, j'ai +1 pour le total des charges positives et j'ai -1 pour le total des charges négatives. Ça implique que j'ai une égalité de charge. Donc là, elle est bonne, cette égalité de charge. Et puis la formule chimique du chlorure de sodium, ça va être Na+ suivi d'un Cl-, à savoir que ça va être du NaCl. Donc si je reprends rapidement, le chlorure, c'est du Cl-, le sodium Na+, total des charges positives +1, total des charges négatives -1, ce qui nous informe que la formule chimique, c'est du NaCl. Donc là, par rapport à la procédure, j'ai eu, qu'à faire la première étape de procédure, la 2 et la 3 n'étaient pas nécessaires. Maintenant, si j'ai du phosphate de fer 3, ici, pour mon phosphate de fer 3, on vient nous donner une indication pour le fer. Donc le fer, si on va regarder sur le tableau périodique, on nous dit qu'il peut être 2 et 3. Et ici, avec le chiffre romain, on vient me préciser que j'ai bien du fer 3+. Le phosphate, je vais regarder sur le tableau périodique, enfin sur la liste que vous avez des cations et des anions. Le phosphate, on vous dit que c'est du PO4 3-. De nouveau, le phosphate, tous ces anions, ben, il va falloir les apprendre par cœur. Donc le phosphate PO4 3-, important, la charge, c'est celle que j'ai en haut. Le 4 correspond au nombre d'oxygène, la charge, ça va être le 3-. Au moment où j'ai une charge de 3-, j'ai le fer qui est 3+, de nouveau, j'ai une égalité de charge, j'ai 3+ et j'ai 3-. Donc mon phosphate de fer 3, ça va être du FePO4. Ici, de nouveau, j'ai fait que la première procédure, la première étape de la procédure pour trouver la formule d'un composé ionique. Maintenant, si j'ai du chlorure de fer 3, le chlorure Cl-, fer 3, fer 3+. À ce moment-là, chlorure Cl-, le fer, il est 3+. J'ai pas d'égalité de charge pour le moment, puisque j'ai un fer qui a une charge de 3+ et un Cl qui a une charge de 1-. Donc je vais pouvoir augmenter le nombre de fer 3+ ou le nombre de Cl- de manière à avoir la même charge des deux côtés. Ici, le ppmc en 3
est 1, donc 3 pour les charges plus du fer, et puis 1 pour la charge 1 moins du Cl. Le ppmc entre 1 et 3, c'est 3. Donc je vais devoir rajouter 2 Cl-, et là maintenant j'ai 3 plus et 3 moins. Et la formule chimique, on va me dire qu'on a du FeCl3. J'ai une fois le Fe et 3 fois le Cl. Donc là, on a fait la deuxième étape de la procédure qui consiste à équilibrer les charges entre les cations et les anions. Maintenant, l'acétate, si on va le regarder, c'est du CH3COO-, d'acétate de fer 2. Donc on a du fer 2+. Je dois égaliser le 2+ avec une charge moins, ça veut dire que je vais mettre un deuxième acétate. Et ici, j'ai mon égalité de charge. Mais par contre, je vais devoir revenir faire une troisième étape, venir mettre le CH3COO entre parenthèses. Ça n'aurait pas de sens d'écrire sans la parenthèse FeCH3COO2. Si je l'écris de cette manière-là, on a l'impression au final que c'est pas l'acétate qu'on est venu mettre plusieurs fois, si je le note comme ça, mais on a l'impression uniquement qu'on a 2 oxygènes sur le dernier oxygène. Donc en mettant la parenthèse, on vient dire que c'est tout ce bloc que je viens prendre 2 fois. Et ça, c'est super important. On va le faire uniquement pour les cations et les anions polyatomique. Donc le fer, même si j'ai 2 lettres, je ne vais pas considérer qu'il est polyatomique, c'est qu'un atome. Donc ça, on va regarder si sur l'anion ou le cation, on a plusieurs majuscules. Si vous avez plusieurs majuscules et vous le prenez plusieurs fois, à ce moment-là, il va falloir utiliser une parenthèse. Sulfate de fer 3+, sulfate SO4 2-, fer 3+, Fe3+, ppmc entre 3 et 2, c'est 6. Donc je vais devoir mettre 2 fer de manière à avoir une charge totale de 6+, et puis 3 sulfates de manière à avoir une charge totale de 6-. Je vais mettre 2 fois mon fer, 3 fois le sulfate. Le sulfate, contrairement au fer, est polyatomique, donc je vais devoir le mettre entre parenthèses. Ça va me donner du Fe2, ouvrir la parenthèse, SO4, fermer la parenthèse, 3 fois. Sulfate d'ammonium. Cette fois, l'ammonium, on ne le trouve pas sur le tableau périodique puisque c'est un des rares cations qu'il faut connaître sur la liste des anions et cations polyatomiques. Donc le sulfate, SO4 2-, l'ammonium, NH4+. Je vais devoir égaliser une charge de 1+ avec ma charge de 2-, le ppmc entre les deux, il sera de 2, donc je vais mettre 2 fois le NH4+, une fois le SO4 2-. Le NH4+, il est polyatomique, donc je vais le mettre entre parenthèses, et j'ai du NH4,2SO4. Maintenant, pour les deux exemples suivants, j'ai cette fois la formule et je cherche le nom français. Alors, pour le premier, c'est assez simple, puisqu'au final, on va souligner sur le composé généralement. Le plus simple, c'est de commencer par souligner les métaux en rouge. Donc ici, on se rend compte qu'on a de l'aluminium. Donc le métal qu'on va avoir ici, c'est de l'aluminium. Et puis, se poser la question sur ce qu'est le O3. Donc ici, j'ai 2 fois l'aluminium. Ça veut dire que j'ai 2 fois Al. Et puis, j'ai 3 fois l'oxygène. L'oxygène, c'est de l'oxyde, donc c'est du O2-. J'ai 3 fois l'oxygène, donc j'ai une charge totale de 6-. Ce qui veut dire que du côté positif, mes deux aluminiums partagent une charge de 6+. Si j'ai 6-, j'ai 6+, donc chacun de mes aluminiums a une charge de 3. O2-, c'est de l'oxyde et c'est de l'oxyde d'aluminium. Je viens strictement rien préciser pour mon aluminium,
Donc il n'y a pas de numéro en chiffre romain ici. Pourquoi? L'aluminium, il a uniquement une charge possible et c'est une charge de 3. J'ai identifié sur le deuxième en bas le métal et le non-métal. Je me rends compte que j'ai 3 fers et que j'ai 2 phosphates. Mes 2 phosphates, en tout, ils ont une charge totale de 6-. Ça veut dire que mes 3 fers ont une charge totale de 6+, et que chacun de mes fers a dès lors une charge de 2+. On a du phosphate de fer et on vient préciser ici qu'on a du phosphate de fer 2, puisque pour le fer, on peut avoir 2 types de phosphate différents, le 2 et le 3. Et ici, on vient préciser qu'on a bien du phosphate de fer 2. Voilà, si on regarde par rapport au cours que vous avez, le tableau à compléter, ça va vous donner la chose suivante.